4 du pôle européen de gestion et de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et j'ai surtout le grand plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Jean Arthuis, président de la commission des budgets au Parlement européen, et également ancien ministre des Finances, qui nous fait donc l'honneur de venir à l'Université de Strasbourg. Alors, monsieur le ministre, monsieur le président, c'est, comment dire, d'habitude le rôle d'un président de l'université que de valoriser son université, et souvent c'est un discours un petit peu rhétorique. Et je crois que dans ce cas-là, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas du tout de la rhétorique, c'est même un exercice assez simple que de vous démontrer que vous êtes ici dans une université qui est pleinement une université européenne. Ici, l'Europe, on ne dit pas seulement qu'on l'a fait, beaucoup de gens disent qu'ils font l'Europe, ici, on essaye de la faire concrètement. L'histoire de notre université ainsi que l'histoire de la ville parle déjà d'elle-même. Notre université qui a été fondée au XVIe siècle et qui est passée tantôt du côté français, tantôt du côté allemand. Cette université s'est construite avec ces deux structures d'enseignement et de recherche, qui venaient d'un côté et de l'autre. Et cette université a aussi construit son patrimoine. Si vous êtes là dans un bâtiment moderne, mais un tout petit peu plus loin, nous avons les anciens bâtiments de la Reichsuniversität. Et donc nous vivons au quotidien cette identité française, cette identité allemande dans nos bâtiments. Le palais universitaire a aussi accueilli en 1947 la première séance du Conseil de l'Europe. Et ça, ce n'est pas tout à fait rien, c'est notre université qui a, d'une certaine manière, posé une des pierres de l'édifice européen, de manière symbolique, bien sûr, juste pour l'accueillir, mais c'est un signe qui est tout à fait fort. Et puis, notre université européenne dans ses formations. Je n'ai pas besoin de rappeler ici toutes les composantes qui sont engagées dans une dimension européenne. Notre institut d'études politiques, bien sûr, nos facultés de langue, nous avons 26 langues qui sont enseignées dans cette université, d'autres facultés, les sciences sociales, le droit, bien sûr, qui traite énormément de la question européenne, et ici, très particulièrement, la faculté des sciences économiques et de gestion, avec plusieurs formations, en licence et particulièrement en master, parce que c'est ici l'association des étudiants en master qui vous accueille ce soir, qui traite de ces questions européennes sur un plan économique. Et juste à côté, à l'IEP, on la traite sur un plan politique et un peu plus loin, sur un plan juridique. Donc, vous êtes là, ici, dans une université qui a su pleinement cette dimension-là. Notre politique documentaire, ici, sur le site alsacien, est aussi très fortement ancrée sur la question européenne, que ce soit dans notre service commun de documentation, qui a une très riche documentation sur l'Europe, mais également aussi à la BNU, qui est donc la Bibliothèque nationale universitaire, qui est réputée et qui est spécialisée d'ailleurs, c'est un de ses pôles d'excellence, sur les questions européennes, et elle a d'ailleurs hérité d'une grande partie du fonds de la bibliothèque du Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez, nous ne faisons pas que de le dire, nous le faisons, nous sommes européens, et nous sommes aussi européens dans les débats que nous animons. Notre université foisonne de conférences, de débats, de rencontres. Nous allons la semaine prochaine initier une série de grands débats sur l'Europe, et on commencera d'ailleurs par la question économique aussi, et là, les étudiants et les enseignants de la faculté des sciences économiques et de gestion seront de nouveau associés. Nous accueillerons Philippe Herzog la semaine prochaine, Enrico Letta dans 15 jours. Vous voyez donc que vous initiez, vous faites partie dans l'ensemble de l'offre de conférence d'une université, d'une série de personnalités sur l'Europe et sur les questions économiques. Et nous sommes très heureux que vous soyez là parmi nous. Je finirai, parce que j'avais promis de ne pas être long, en disant un mot de remerciement. Alors d'abord remerciement à la faculté de sciences économiques et de gestion, et notamment à son doyen, et à toute l'équipe enseignante qui anime ces formations-là. Et particulièrement aujourd'hui, puisque c'est eux qui organisent à l'association des étudiants en master de l'économie, l'AMES, qui est particulièrement dynamique, qui organise donc deux grands débats, conférences dans l'année. C'est le deuxième de cette année universitaire. Et donc je tiens à saluer ici la présence. Alors, je ne connais pas personnellement tous les membres, mais en tout cas, je les salue et je les remercie ici tout particulièrement. Voilà, je ne vais pas être plus long, je cède la parole à Clément Montagne, qui est le grand ordinateur de ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers représentants des corps diplomatiques, messieurs les vice-présidents de l'Université de Strasbourg, mesdames, messieurs les représentants des exécutifs locaux, chers amis. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux pour cette 10e édition des conférences d'actualité de l'AMES. Déjà 5 ans d'existence et 9 conférences qui ont à chaque fois été un grand succès.
Espérons que cette 10e édition ne dérogera pas à la règle. Depuis sa création en 2011, l'association des masters en économie de Strasbourg a toujours porté haut les couleurs européennes et a cherché de valoriser les compétences acquises par ses membres lors de leur formation au sein du master Analyse et politique économique de la faculté de sciences économiques et de gestion. Économiste et européen. Voilà comment nous définissons, et c'est sans doute les points communs avec notre invité d'aujourd'hui, Jean Arthus. Après une carrière dans le secteur privé, vous avez rejoint la politique au niveau local, puis en tant que sénateur de la Mayenne. Dès les années 80, vous avez rejoint le gouvernement Chirac, notamment en tant que secrétaire d'État au plan, puis de 95 à 97, vous avez été ministre des Finances, et c'est lors de ce mandat que vous avez travaillé à la création et à la mise en place de la zone euro. Vous rejoignez par la suite le Sénat, où vous devenez président de la Commission des Finances jusqu'en 2014, date à laquelle vous intégrez le Parlement européen. Avec l'intégration au Parlement européen, vous devenez président de la Commission des budgets de cette institution, et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, M. Arthus, je rappelle à l'assistance que les questionnaires que vous trouvez devant vous sont à remplir et à laisser sur vos tables lorsque vous quitterez la amphithéâtre. M. Arthus, je vous donne maintenant la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président de l'Université. Merci à vous, Monsieur le Doyen. Merci à vous, Mesdames et Messieurs, d'être là ce soir pour partager une réflexion et échanger sur l'Europe et sur sa gouvernance. Monsieur le Président Montagne, merci des paroles d'accueil. C'est vrai que j'ai d'abord siégé au Parlement national, au Sénat, et que j'ai pris conscience que sur de très nombreux textes de loi, dans le domaine économique, dans le domaine financier, les textes qui étaient mis en discussion et votés au plan national, lorsqu'ils avaient un caractère infra-européen, étaient souvent de pure gesticulation. Et les textes fondamentaux de régulation financière, de régulation économique, étaient en fait la transcription au plan national de directives conçues et votées au plan européen. Et c'est dans ces conditions que le parlementaire national devient en quelque sorte membre d'un office notarial où l'on transcrit des textes qui ont été conçus ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité abréger mon mandat sénatorial et me porter candidat au Parlement européen pour venir en quelque sorte à la source du droit sur les textes que je crois fondamentaux. Ayant dit cela, c'est vrai que j'ai été impliqué dans le processus de passage à la monnaie unique. Et peut-être pourrait-on se demander pourquoi on s'est donné une monnaie unique. Et c'est peu dire que les pères de l'Europe voulaient mettre un terme à cet apocalypse qui avait bien failli faire disparaître la civilisation européenne. Plus jamais ça, plus jamais la guerre. Et donc, dans une Europe qui était coupée en deux, puisque l'armée rouge était beaucoup avancée, les pères de l'Europe ont essayé de jeter les bases d'une construction européenne et de donner des gages durables à la paix. Ils ont d'abord opéré en rassemblant ce qui était emblématique de la puissance militaire, c'est-à-dire l'énergie et l'acier. Ils ont voulu aller un peu plus loin en proposant un traité instituant une communauté européenne de défense. Mais là, on se heurtait au cœur de ce qui est dans la souveraineté nationale, et c'est le Parlement français qui, au mois d'août 1954, s'est opposé à la ratification de ce traité. Comment avancer? Par pragmatisme, les pères de l'Europe ont pensé qu'il fallait alors un marché commun, supprimer les barrières, faciliter la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Et ce marché commun s'est progressivement élargi, il s'est approfondi, mais on a constaté qu'à partir du moment où il y avait autant de monnaies que de pays constituant ce marché unique, l'instabilité monétaire, les dévaluations compétitives étaient de nature à briser la croissance et à susciter la montée du chômage. Comment mettre un terme à ces dévaluations compétitives, à cette instabilité monétaire? La monnaie unique. C'est dans ces conditions qu'est venu le projet de monnaie unique.
préparé par le traité de Maastricht, que nous avions ratifié au mois de septembre 1992. Mais comment faire naître une monnaie orpheline d'État? Car il n'y a pas d'État européen. C'est dans ces conditions que, pour pallier ce déficit d'État européen et de gouvernement européen, on a imaginé un règlement de copropriété de cette monnaie unique. Et ce règlement de copropriété est un ensemble de règles de sage gestion des finances publiques, proposant des critères, des bornes. Si vous voulez être détenteur de la monnaie unique, si vous voulez que votre pays puisse utiliser cette monnaie unique et ne plus connaître l'instabilité monétaire, vous devez vous engager à bien tenir vos finances publiques. Vos déficits ne devront jamais excéder 3% du produit intérieur brut. Votre endettement ne devra pas excéder 60% du produit intérieur brut. Pourquoi 60%? Pourquoi 3%? Eh bien, c'était pour reconnaître qu'il fallait au moins dans les finances publiques l'équilibre de base. C'est-à-dire que le déficit ne devait être que la charge de la dette. Et comme à l'époque, les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 5%, 5% de 60 font 3, et c'est dans ces conditions que le 3% de déficit pouvait correspondre à la charge de la dette. Autrement dit, on respectait l'équilibre primaire du budget des finances publiques. Naturellement, un certain nombre d'États se sont efforcés de respecter ces critères pour être qualifiés et être admis au premier cercle de la monnaie unique. Celui-ci s'est constitué au 1er janvier 1999 sur la base du traité d'Amsterdam qui avait entériné le pacte de stabilité et de croissance, ce règlement de copropriété dont je viens de parler, et puis on a mis en circulation les pièces et les billets à partir de 2002. Pour assurer le bon fonctionnement de la gestion publique dans la zone euro, on avait institué un groupe qu'on a appelé l'Eurogroupe, dont les membres étaient les ministres des Finances des pays membres de la zone. On a désigné, c'est Jean-Claude Juncker, qui représentait le Grand-Duché du Luxembourg. Il m'est arrivé de dire que Jean-Claude Juncker présidait l'Eurogroupe, était quelquefois dans une position un peu ambiguë, dans la mesure où le matin, il nous rappelait nos obligations d'équilibrer nos finances publiques, et l'après-midi, il nous faisait un peu des poches avec une fiscalité très originale, ce qu'on appelle le tax ruling à la luxembourgeoise, mais il n'est pas le seul à pratiquer le tax ruling, autrement dit, à siphonner une partie des recettes fiscales des autres États. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point qui est un vrai problème pour l'Union européenne, et en particulier la zone euro. Donc, un quasi-gouvernement constitué par l'Eurogroupe, des ministres chargés de veiller au respect de la règle, et puis une banque centrale européenne indépendante, dont les membres sont les gouverneurs ou les présidents des banques centrales nationales de la zone euro. Et cette banque centrale européenne est d'essence fédérale. Elle est d'essence fédérale, cette banque centrale, mais il n'y a pas de gouvernement fédéral. Et c'est là toute la difficulté. Autrement dit, la zone euro ne peut pas pratiquer le policy mix comme on le fait aux États-Unis d'Amérique, avec cette synergie, cette mise en commun, cette harmonie entre la politique monétaire et la politique budgétaire, la politique économique et financière. On met en place ce gouvernement et très vite, on va constater que les transgressions sont tolérées, comme si les ministres des Finances des différents pays de la zone euro avaient les uns envers les autres une sorte de complaisance mutuelle. On ne fait pas respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance, et les principaux pays, notamment l'Allemagne et la France, sont parmi des pays qui transgressent cette règle. Leurs déficits sont sensiblement supérieurs aux 3%. L'Allemagne, je le crois pour de bonnes raisons, parce que le chancelier Juncker procède à des réformes structurelles qui vont améliorer la compétitivité de l'économie allemande, stimuler sa croissance et la création d'emplois. La France, à mon avis, pour de bonnes raisons, c'est une facilité qu'on s'est donnée, comme si le déficit public était une marque de courage politique. On s'est laissé aller. Et dans cette gouvernance très approximative,
on admet dès 2002 la Grèce comme l'un des pays membres de la zone euro. La Grèce ne remplit pas les critères, mais on ne peut pas fermer la porte à Platon, pas plus qu'à Périclès. Donc la Grèce entre dans la zone euro. L'ayant admise, notre gouvernement de la zone euro aurait dû surveiller la gestion grecque comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on s'abstient de faire. Et l'état d'esprit est tel que l'on pose le principe que la souveraineté nationale doit être respectée. Et que dans ces conditions, les comptes publics présentés par chaque État membre sont souverainement sincères, alors que la Grèce se laisse aller à des pratiques qui transforment le pacte de stabilité et de croissance en pacte de tricheurs et de menteurs, mais avec la complicité des autres États, car la Grèce s'endette par des travaux publics pour aménager ses stades et accueillir les Jeux Olympiques. Elle s'endette pour des équipements publics, un métro à Athènes. Elle s'endette pour se doter de systèmes d'armes performants pour faire face à l'éventuelle agression de la Turquie voisine. Et lorsque la crise des dettes souveraines va apparaître en 2009, la Grèce est pratiquement en état de cessation des paiements. Elle ne peut faire face à son endettement. Et certains vont dire, mais puisque les Grecs n'ont pas joué le jeu, puisqu'on va s'apercevoir à ce moment-là que la Grèce n'a pas respecté la règle de bonne conduite, qu'elle a présenté des comptes falsifiés, qu'elle a pratiqué une cosmétique comptable et budgétaire, eh bien certains vont dire que la Grèce sorte de l'eau. Et on entend ce discours aussi bien en Allemagne qu'en France et dans d'autres pays de la zone euro. Mais on va prendre conscience assez vite que si un pays est surendetté, c'est qu'il y a des créanciers. Et on va se demander qui sont ces créanciers. Et ces créanciers sont des entreprises allemandes, des entreprises françaises, des banques françaises et allemandes et des compagnies d'assurance. Et que si les Grecs sont en situation de faillite et cessent d'honorer leurs dettes, un certain nombre d'établissements financiers vont être en risque systémique pratiquement. Et là, on va comprendre qu'il vaut peut-être mieux. Il vaut peut-être mieux discuter avec la Grèce et tenter d'imaginer un plan d'étalement, une réduction même. Une partie de la dette va être abandonnée par les créanciers et une autre partie va être reprise par des institutions publiques. À la vérité, quand on a mis en place le pacte de stabilité et de croissance, lorsqu'on a lancé l'euro, on n'avait pas imaginé ce que devrait être le service de prise en charge de ceux qui allaient se trouver en difficulté. Une sorte d'administration judiciaire, alors une troïka se met en place, comme un administrateur provisoire dans une entreprise surendettée qui va au tribunal de commerce. Et cette troïka est composée de 3 institutions, des représentants de 3 institutions, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Et donc on va dépêcher des experts sur le terrain qui vont rencontrer les pouvoirs publics, qui vont rencontrer les banques, qui portent une partie de ces dettes publiques, et vont essayer d'imaginer les mesures à prendre pour en sortir de cette situation de difficulté de paiement et de déficit extrêmement lourd. À la vérité, la Grèce s'est laissée aller. Il faut bien voir que le jour où la Grèce entre dans la zone euro, les émissions de bons du trésor grec, de dette publique, qui étaient à des taux d'intérêt de 15% avant l'entrée dans l'euro, au lendemain de l'entrée dans la zone euro, les taux d'intérêt sont pratiquement identiques aux émissions allemandes, c'est-à-dire de l'ordre de 4% à l'époque. C'est l'euphorie. Tout va bien, la charge de la dette est considérablement abaissée. Et alors, on se laisse aller, on crée de multiples emplois, on augmente le niveau des salaires, et c'est dans ces conditions que la Grèce s'est trouvée en difficulté. C'est vrai que les mesures qui ont été prises, dans un premier temps, ont été extrêmement dures, et ceci a fait naître chez le peuple grec un sentiment d'austérité, de difficulté, sentiment que ceux qui avaient beaucoup d'argent avaient pu placer leurs fonds en Suisse ou ailleurs, sentiment qu'il y avait beaucoup d'injustice, car une partie des propriétaires immobiliers, je pense au clergé orthodoxe, ne payaient pas d'impôts locaux. Et au surplus, la Grèce n'a pas de cadastre, donc est en grande difficulté pour mettre en couvrement des impôts. Donc on a connu ce moment extrêmement difficile. On a pris conscience aussi que si la Grèce
sortaient de la zone euro, indépendamment du fait que les créanciers ne percevraient jamais les fonds correspondants à leurs créances. On a pris conscience aussi que si la Grèce sortait de la zone euro, les marchés financiers internationaux allaient considérer que d'autres pays allaient sortir. Peut-être l'Italie, peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal, peut-être l'Irlande aussi. Et que dans ces conditions, c'en était fini de l'euro. Et alors on a pris conscience que si c'en était fini de l'euro, chaque pays de la zone euro reprendrait sa monnaie nationale. Or aujourd'hui, dans chacun de ces pays, nos dettes sont en euros. Deux cas de figure. Les pays dont la monnaie nationale allait s'apprécier par rapport à l'euro. Et pour les débiteurs, pas de difficulté pour rembourser les emprunts. En revanche, dans les pays dont la monnaie nationale allait se déprécier par rapport à l'euro, les débiteurs, les personnes endettées qui devaient 100, allaient devoir rembourser peut-être 120, 140 ou 150. Donc assez vite, nous avons compris que puisque la Grèce était entrée dans la zone euro, il fallait qu'elle y reste et qu'on aide la Grèce à s'en sortir. Assez vite, on a compris qu'il y avait une vraie solidarité au sein de la zone euro. C'est à ce moment-là qu'on a imaginé le mécanisme de mutualisation du surendettement. Le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité financière, mais on a compris aussi qu'à partir du moment où on était dans la zone euro, on avait des responsabilités qui n'avaient rien de commun avec la solidarité qui existe entre les 28 membres de l'Union européenne et qui participent au marché unique. Lorsqu'il y a un problème dans la zone euro, il faut aider celui des pays en difficulté à s'en sortir. Et donc consentir des prêts bilatéraux. Et donc consentir une mutualisation. Et pour instituer les organismes de mutualisation dont je viens de parler, il faut que dans les lois de finances nationales des pays membres de la zone euro, on inscrive les crédits nécessaires, qu'on prenne les engagements de caution nécessaires. Les engagements sont tels qu'il doit y avoir une véritable gouvernance. Et c'est en cela que nous sommes coupables de ne pas avoir mis en place un gouvernement économique, financier et budgétaire de la zone euro. Je pense que l'étape que nous devons franchir maintenant, c'est le renforcement de ce gouvernement. Ceci suppose qu'il y ait un président de l'Eurogroupe, qui soit un président à temps plein, et qu'il ne soit pas là partagé entre ses responsabilités nationales et celles de l'Eurogroupe. Un président qui soit l'interlocuteur du président de la Banque Centrale Européenne pour mettre en œuvre le policy mix et bien articuler la politique monétaire avec la politique économique, financière et budgétaire. Ceci est une nécessité absolue, mais pour accomplir sa tâche, il a aussi besoin d'un service du Trésor. Il existe dans chacun des ministères des Finances une direction du Trésor. Je pense que nous devons instituer une direction du Trésor à l'échelon de la zone euro et mettre à sa disposition les hauts fonctionnaires dont il a besoin pour coordonner les politiques budgétaires. Mais il faut également une légitimité démocratique. Or, aujourd'hui, la gouvernance de la zone euro ne fait l'objet d'aucune surveillance parlementaire. Vous savez que les prérogatives du Parlement, c'est de voter la loi, certes, mais c'est aussi de contrôler l'action des administrations publiques et du gouvernement. Eh bien, s'agissant de la zone euro, s'agissant du mécanisme européen de stabilité financière, s'agissant du Fonds européen de stabilité financière, il n'y a pour l'instant aucun contrôle parlementaire. Donc je pense que la zone euro constitue en quelque sorte le caractère irréversible de la construction européenne. Le jour où la France est entrée dans la zone euro, elle a mis un pied, elle a pris un billet d'aller sans retour vers l'intégration politique et le fédéralisme. Et la conviction profonde, c'est que la zone euro doit être l'embryon du fédéralisme européen. Voilà la conviction qui est la mienne. C'est à ce prix que nous pourrons... Ce qui a été une erreur, c'est de faire entrer des pays dont les législations sont si différentes, au plan fiscal, au plan social. Leurs législations du travail sont très différentes les unes des autres. Or, pour que la zone euro réponde à nos attentes de croissance et de plein emploi, il faut qu'elle soit une zone économique optimale. Cela suppose que nous mettions en plus grande convergence nos lois fiscales, nos lois sociales
et nos lois sur le travail. L'Europe, naturellement, doit coordonner, mais les États membres ne doivent pas imaginer que l'Europe fera à leur place un certain nombre de réformes structurelles que eux, États, nations, n'ont pas eu jusqu'à maintenant l'audace ou le courage nécessaire pour les conduire, ces réformes. Je pense à la France et à quelques autres pays. Ce n'est pas l'Europe qui fera ces réformes à notre place. C'est nous qui devons prendre les dispositions requises pour faire converger nos législations. Je ne pense pas qu'on puisse remettre, on ne peut pas dévaluer la monnaie puisqu'on a une monnaie unique. On ne peut pas non plus dévaluer les salaires car, objectivement, les salaires les plus modestes sont à des niveaux relativement bas. En revanche, nous pouvons dévaluer les cotisations sociales qui contribuent au coût du travail. Qu'est-ce qui nous oblige à financer la politique familiale par des cotisations assises sur les salaires, qui augmentent d'autant le coût du travail? Et qu'est-ce qui nous oblige à lever autant de cotisations sur les salaires pour financer la santé? Je pense que nous devons réduire d'une manière très substantielle les charges qui pèsent sur le travail. Car à faire peser autant de contraintes sur le travail, nous organisons méthodiquement la délocalisation des activités et des emplois. Eh bien, ces réformes-là ne seront pas faites par l'Europe à notre place, c'est nous qui devons les assumer. Alors me direz-vous, mais comment allez-vous financer une réduction très substantielle, sans doute d'une 50aine de milliards, des cotisations sociales? Ceci ne peut se faire qu'en réduisant les dépenses publiques, mais je ne me fais pas d'illusions. Dans un premier temps, nous ne pourrons le faire qu'en augmentant l'impôt de consommation. Car d'autres pays que nous ont procédé à cette réforme. Je pense au Danemark, qui en 1987, dans un consensus social total, a supprimé les charges sociales et a porté cette TVA à 25%. Alors je sais bien que la TVA n'a pas une très bonne réputation ici en France, mais objectivement, si nous faisons peser le financement de la protection sociale, et je vous rends attentif au fait que le budget de la protection sociale, de la sécurité sociale, est plus important que l'addition du budget de l'État et des budgets des collectivités territoriales. Si nous faisons peser sur le travail le financement de la protection sociale, nous sommes coupables d'organiser le chômage du fait des délocalisations d'activités et d'emplois. Nous sommes dans la globalisation, nous sommes dans la mondialisation. Eh bien, cette réforme-là, nous devrons la mettre en œuvre. Car aujourd'hui, tout ce qui est importé vient sans avoir à supporter de charges. Les seules charges qui pourraient être supportées à défaut des droits de douane, c'est l'impôt de consommation, c'est-à-dire la TVA. Eh bien, il faudra être suffisamment pédagogue pour mettre en œuvre cette réforme. À mon avis, c'est la seule façon de réduire le coût du travail, de retrouver de la compétitivité et de recréer de la croissance et de l'emploi. Au total, le problème de l'Europe, c'est son gouvernement. Au-delà de la zone euro, dont je viens d'évoquer la situation et le devenir, je pense que, globalement, l'Union européenne a un problème de gouvernance. Ça n'est pas simple d'expliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Entre le Conseil, constitué par les chefs d'État ou de gouvernement, que préside maintenant M. Tusk, le représentant de la Pologne, entre le Conseil des ministres, qui est présidé par l'un des 28 pays à raison de 6 mois. La succession de présidence du Conseil des ministres ne facilite pas l'efficacité de la préparation des décisions législatives. Il y a l'Eurogroupe, qui est présidé par une autre personnalité, actuellement c'est le ministre des Finances des Pays-Bas. Il y a le Parlement, et cette architecture-là ne dispose pas du gouvernement. Il y a la Commission, bien sûr. Commission qui est un quasi-gouvernement, mais qui n'est pas vraiment un gouvernement, qui prépare les textes, mais qui n'a pas main sur les services. Or, à l'heure de la mondialisation, ne croyez-vous pas qu'un certain nombre de prérogatives de souveraineté, je pense à la diplomatie, je pense aux capacités de défense militaire, je pense au numérique. L'Europe
est devenue une colonie des géants américains, du GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, on pourrait y ajouter Netflix et quelques autres. Nous sommes totalement dans la main de ces opérateurs américains. Et ils sont si puissants qu'ils parviennent à ne pas payer d'impôts sur les bénéfices qu'ils font en Europe. Et ils parviennent à ne pas payer d'impôts parce que les pays européens n'arrivent pas à s'unir en matière fiscale. C'est la concurrence totale. C'est le ruling, c'est-à-dire que chaque État est tenté de proposer des conventions fiscales pour permettre à un opérateur qui peut choisir entre différents pays de l'Union européenne, eh bien, de venir dans ce pays-là plutôt qu'un autre, avec des faveurs fiscales. Et cette raison ne pourra pas durer très longtemps. Si on veut lutter contre la fraude fiscale, si on veut lutter contre les paradis fiscaux, il n'y a que l'Europe qui peut y parvenir à l'heure de la mondialisation. Si on veut lutter contre la grande criminalité, les criminels adorent le fractionnement de l'espace judiciaire. Il leur suffit de franchir la frontière pour échapper aux poursuites. Donc nos chefs d'État et de gouvernement ont tendance aujourd'hui à prolonger encore l'illusion qu'ils ont encore en main les prérogatives de souveraineté. Et ce faisant, ils donnent en spectacle trop souvent leur impuissance. Et cette impuissance exaspère nos concitoyens, et leur exaspération s'exprime au travers de votes populistes et de considérations eurosceptiques, pour le moins, et bien souvent europhobes. Je pense que si nous voulons reprendre notre destin en main sur ces prérogatives de souveraineté, il importe de partager ces souverainetés, comme on l'a fait au plan monétaire, mais si on les partage, il faut l'assumer comme tel. Et il faut, pour l'assumer, créer un véritable gouvernement de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je crois profondément à la nécessité du fédéralisme. Nous avons aujourd'hui une grande discussion, par exemple, pour un traité de libre-échange entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Je suis extrêmement réservé sur l'opportunité de ce traité. Il y a d'un côté un État fédéral américain si puissant qu'il est capable d'extraterritorialiser son droit et d'infliger à des banques européennes, à des entreprises européennes, Alstom vient d'en faire les frais, des amendes considérables. Y a-t-il une même ambition chez les Européens? Certainement pas. L'Europe est encore une addition trop souvent d'égoïsmes nationaux, chacun pour soi, avec un espace fractionné. Souvenez-vous de l'épisode des panneaux photovoltaïques, c'était à la fin du printemps 2013. On essayait de faire émerger en Europe, dans le cadre de la transition énergétique, des entreprises susceptibles de produire des panneaux photovoltaïques. Et les Chinois nous envahissaient avec des panneaux à des prix défiant toute concurrence. Il y avait un dumping manifeste. Le commissaire européen propose une taxe de 50%. Eh bien, cette taxe n'a pas été appliquée parce que les Européens ont été incapables de s'entendre. Le Premier ministre chinois est venu voir Mme Merkel, lui a dit, écoutez, madame, si vous faites ça, vous portez préjudice à l'emploi en Chine, et c'est contraire à l'intérêt des consommateurs et des usagers européens. Donc, avant que de négocier un traité entre l'Europe et les États-Unis, j'aimerais que l'Europe se donne des institutions politiques et un vrai gouvernement pour faire le poids face aux États-Unis. Par ailleurs, si on veut créer un marché entre les États-Unis et l'Europe, ça suppose que les frontières aient totalement disparu. Or, en Europe, le marché intérieur n'est pas achevé. Prenez les télécommunications. Il y a 28 autorités de régulation, 28 autorités de la concurrence. Il en est de même pour les médicaments, il en est de même pour les transports, pour le ferroviaire, pour les marchés financiers. Nous n'avons pas terminé notre marché intérieur et nous négocions un marché unique avec les États-Unis. Et puis enfin, si on a créé la monnaie unique, et c'est pour éviter les dévaluations compétitives, par de l'idée que lorsqu'il y a un espace économique, et s'il y a plusieurs monnaies, l'instabilité monétaire peut briser la croissance. Eh bien, si nous créons un marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, il y a encore deux instituts d'émission, la Réserve fédérale d'un côté et la Banque centrale européenne de l'autre, dont les doctrines, et c'est peu dire, sont loin d'être convergentes.
Donc voilà les raisons pour lesquelles, pour l'immédiat, je suis réservé à l'égard d'une telle négociation et je plaide pour l'avènement d'un gouvernement européen. Je pense que c'est l'Europe qui nous permettra de reprendre notre destin en main, de cesser de subir, mais naturellement, la tâche qui nous attend n'est pas mince. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, comme l'Europe a tendance à décevoir, et c'est vrai que son fonctionnement n'est pas satisfaisant, je découvre cela depuis le Parlement européen, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude des populistes et des europhobes qui disent, ben voilà, tout ce qui nous arrive de décevant est lié à l'Europe. Ceux-là ont tort, ils n'ont pas d'alternative. Tout ce qu'ils proposent, c'est le repli sur soi-même à l'heure de la mondialisation. C'est la fausse piste, c'est l'impasse, et c'est l'échec programmé. En revanche, puisque la mondialisation est là, puisque l'Europe a tendance à dysfonctionner, eh bien notre devoir, c'est de lui donner les moyens d'être totalement opérant, totalement en mesure d'assumer ses prérogatives. La crainte que j'ai, c'est que nos chefs d'État et de gouvernement, qu'ils soient de gauche comme de droite, sentent bien que le discours critique à l'encontre de l'Europe reçoit un vrai écho dans l'opinion publique. Et dans ces conditions, ils se montrent timorés, alors même qu'il faudrait qu'ils se montrent audacieux pour permettre à l'Europe. Merci de votre attention. Merci, monsieur Jean Arthuis. Nous allons passer à la deuxième partie de la conférence qui est consacrée aux questions. Donc, nous allons procéder de la manière suivante. On va prendre 2-3 questions. Nous laissons le temps à monsieur Arthuis de répondre. Donc, question. 180 économistes, dont des prix Nobel, disent qu'il faut absolument sortir de l'euro si on veut s'en sortir. Est-ce que ces gens sont des idiots? Il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup d'économistes de grands organismes. Dites-nous ce que vous en pensez. Posez la question. Dernière question. La Suisse est accrochée à l'euro jusqu'à fin janvier. Elle avait accroché sa monnaie à 1,20 € et a décidé d'en sortir, puisque rien qu'en janvier, ça lui a coûté 100 milliards de francs suisses pour maintenir sa monnaie à flot. Enfin, à flot, à la parité. Cet argent qu'elle consacrait à la mise à la parité, nous, on ne peut pas le consacrer, donc ça nous coûte le même argent, ou le même niveau d'argent, mais en social. Donc en fait, ce que ça coûtait à la Suisse, là, nous, ça nous coûte en délocalisation, en chômage et en pauvreté. Donc en quoi l'euro est-il une bonne chose pour nous? Autre question avant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Arthuis. On a reçu il y a quelques semaines Valéry Giscard d'Estaing qui proposait une harmonisation fiscale dans la zone euro. Si je comprends bien, c'est ce qu'on proposait ce soir. Moi j'ai une seule question, est-ce que ça ne revient pas à tuer l'homme politique? Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Bonsoir. Quelques semaines, on recevait Valéry Giscard d'Estaing qui proposait une harmonisation fiscale dans la zone euro. Si je comprends bien, c'est ce que vous souhaitez faire. Moi j'ai une seule question, est-ce que ça ne revient pas à tuer l'homme politique? Merci. Une autre question là. Bonsoir, monsieur Arthuis. J'aurais une question qui concernait les récentes déclarations de Jean-Claude Juncker concernant la création d'une armée européenne. Étant donné que sur le plan intérieur, en France, nous sommes obligés par des contraintes budgétaires de réduire le budget de la défense. C'est notamment le cas dans d'autres pays comme au Royaume-Uni. Est-ce que selon vous, il faudrait repenser la politique industrielle européenne en matière de défense? Merci. Alors, première question, l'euro n'a pas apporté ce qu'on en attendait.
je vous ai dit pourquoi on a fait l'euro. Et qui pouvait nier la nécessité d'élargir notre marché, de supprimer les barrières douanières et de permettre la libre circulation à l'intérieur de l'espace européen. Mais si vous avez autant de monnaie que de pays, vous avez des fluctuations monétaires. Et souvenez-vous de la fin des années 80, du début des années 90, les dévaluations compétitives cassaient la croissance et créaient du chômage. Du jour au lendemain, notre client italien payait 20% plus cher parce qu'on avait dévalué la lire italienne. Cette situation-là ne pouvait pas perdurer. L'erreur que nous avons commise, c'est de prévoir une réglementation qui finalement n'a pas été respectée. À l'époque, moi j'étais ministre des Finances entre 1995 et 1997, et je plaidais pour un gouvernement économique. Les Allemands n'en voulaient pas parce qu'ils partaient de l'idée que les politiques sont un peu laxistes. Et peut-être est-ce l'image qu'ont les Allemands des responsables politiques français. Parce que si on avait un gouvernement économique, on se laisserait plus ou moins aller. C'est ça qu'ils redoutaient. Et donc, ils ont dit, on va créer une règle stricte. Si on est ensemble avec la même monnaie, on doit s'astreindre à une rigueur budgétaire. Le seul problème, c'est qu'on a dit, voilà, le déficit ne peut pas aller au-delà de 3%. Mais on a fini par penser que 3% c'était bien. Et que celui qui était à 3% de déficit, au fond, c'était un bon gestionnaire. Mais quand vous faites 3% du PIB en déficit, c'est comme si vous aviez 20% de déficit dans votre budget d'État. Et qui peut survivre avec 20%? Nous avions 20% du PIB en dette publique en 1980, 40% en 90, 60% en 2000, et nous sommes pratiquement à 100%. La tendance est plus que préoccupante. Donc, si ça n'a pas bien fonctionné, cher monsieur, c'est parce que les institutions de la gouvernance publique n'ont pas bien fonctionné. Je vous ai dit que je blâmais l'erreur qui a été, la faute qui a été d'admettre la Grèce dans la zone euro. On l'a fait pour des raisons symboliques et politiques. L'ayant admise, on aurait dû assumer des prérogatives de surveillance. On a renoncé à le faire. Parce que c'était pas une bonne manière, chacun avait sa petite cuisine budgétaire dans son coin. C'est ça qui a fait défaut. C'est la rigueur de la gestion. Et c'est parce qu'on s'est laissé aller des procédures de cosmétique dans les présentations de comptes publics. Bah, écoutez, c'est pas... on n'est pas une zone monétaire optimale, ça ne peut pas fonctionner d'office. Et je vous l'ai dit que ce n'était pas une zone optimale. Je vous ai dit que ça avait été une erreur d'admettre autant de pays avec une monnaie unique. On a mis Chypre également dans la zone euro, et c'était une erreur également. Mais maintenant qu'on y est, il faut l'assumer. Et on l'a bien vu, puisque c'est nous. Qui est-ce qui a endetté la Grèce? Ce sont d'abord des États européens. Et on peut dire que pendant certaines années, grâce aux fournitures que nous faisions vers la Grèce, des systèmes d'armes, des travaux publics, des métros, on a créé de l'emploi ici en France et en Allemagne. Et que nous devons assumer cette responsabilité. C'est notre obligation, c'est ma conviction, que j'aurais du mal sans doute à vous faire partager, mais je plaide pour l'institution d'un véritable gouvernement économique, budgétaire et financier. Quand on est à ce point liés les uns envers les autres, il faut admettre une sorte d'autodiscipline et d'autosurveillance. Et au fond, ce qui n'a pas bien marché, c'est le laxisme d'un certain nombre de gouvernances publiques. Puisque l'Europe était là, on avait fini par anesthésier les marchés financiers. Et même les agences de notation. Jusqu'à la veille du drame des crises des dettes souveraines en Grèce, les notes délivrées par les agences de notation étaient plutôt bonnes. L'euro avait anesthésié tout son monde. Et ça allait bien. C'était ça l'erreur. La démagogie dans la gouvernance publique. Donc moi, ce que je souhaite, vous devez accepter de respecter les règles que cette communauté s'est données. Et on voit que dans le discours de M. Tsipras et de son ministre des Finances, il y a une sorte de rétro-pédalage de bonne loi. Sinon, on n'en sortira pas. Et c'est clair que, quel qu'ait été le gouvernement issu des élections grecques il y a un mois, ce gouvernement était dans l'obligation de renégocier son endettement. Quand vous avez 165% du PIB en dette, vous ne pouvez pas tenir le choc.
Et le vrai sujet, c'est de trouver les moyens de redonner de la croissance, c'est-à-dire de la compétitivité à l'économie grecque. Je pense qu'on y parviendra. Et c'est le devoir des membres de la zone euro que d'y contribuer. Alors sur l'harmonisation des règles fiscales, je dis qu'il fallait absolument les faire converger, mais à cet égard, je pense qu'il faudra prendre conscience que les impôts sont toujours payés par les ménages. Et il est bon tour de dire qu'il y a des impôts payés par les entreprises et d'autres qui sont payés par les ménages. Mais dites-moi, quel est l'impôt payé par les entreprises que l'entreprise peut se dispenser de répercuter dans le prix qu'elle va demander au consommateur final? Donc, maintenir un impôt qui transite par l'entreprise, c'est beau comme l'antique, et c'était politiquement extrêmement correct quand l'économie était à peu près étanche. Et aujourd'hui, qu'elle est européenne et largement globale et mondiale, faire transiter l'impôt par l'entreprise, c'est prendre le risque d'organiser des délocalisations d'activités industrielles et de toutes activités. C'est très facile aujourd'hui de délocaliser et d'assurer l'approvisionnement du marché depuis d'autres pays. Donc ces réformes-là devront être coordonnées sur le plan européen, mais n'attendons pas de l'Europe qu'elle fasse ces réformes à notre place. Quant à l'idée d'une armée européenne, moi je la souhaite, cette armée européenne. Car c'est vrai que depuis 70 ans, nous avons la paix sur le continent européen, mais observez ce qui se passe en périphérie du continent européen. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, en Donbass, en Crimée. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Vous voyez ce que sont devenus les printemps arabes. L'instabilité est totale. Alors on peut intervenir, mais compte tenu du contexte budgétaire, on voit bien que notre propre armée n'a même plus les moyens. On en est à un stade où le gouvernement français est en train d'imaginer vendre une partie de ses armes pour les loger dans un véhicule financier approprié et de louer ces armements à ce véhicule financier pour refaire de la trésorerie. C'est pathétique. Donc je pense que si nous voulons garder une capacité militaire aujourd'hui, nous dépendons de l'OTAN, il serait quand même bon, sans remettre en cause l'OTAN, que les Européens soient mieux coordonnés les uns par rapport aux autres et de ne pas attendre sans cesse l'aide américaine. On voit bien que ceux des États européens qui ont encore un budget militaire sont obligés de le restreindre parce qu'ils n'arrivent plus à équilibrer les recettes et les dépenses. Et que la tentation est toujours très forte de réduire la dépense militaire parce que le pays est en paix. Mais si vous voulez lutter efficacement contre le terrorisme, contre les risques terroristes, chaque État à lui seul ne peut pas le faire. S'il n'y a pas plus qu'une coopération, s'il n'y a pas une vraie gouvernance de la surveillance et des mesures à prendre, même chose à propos de l'immigration. Croyez-vous qu'un seul pays comme la France pourrait à lui seul réguler les flux migratoires? On ne peut pas continuer à laisser les Italiens avec Lampedusa, les Espagnols avec les deux enclaves, les Grecs et les Bulgares surveiller seuls leurs frontières. C'est une tâche, c'est une responsabilité européenne. C'est à cette condition que nous pourrons contrôler et maîtriser les flux migratoires. Donc, j'appelle de mes voeux, comme M. Juncker, l'armée européenne, mais nous avons encore quelques étapes politiques et institutionnelles à franchir. L'écho allemand a été plutôt favorable, mais la ministre allemande de la Défense a dit qu'elle n'était pas sûre de voir elle-même l'armée européenne et se demandait si sa fille pourrait la voir. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut qu'on arrête de vivre avec un certain nombre de tabous. On voit bien que la mondialisation nous jette des défis sans précédent. Et je ne suis pas inquiet sur l'avenir de l'Europe, mais je pense qu'il y a vraiment urgence à réviser nos traités pour donner à la zone euro le gouvernement dont elle a impérativement besoin, et puis au-delà, nous préparer à donner à l'Europe un gouvernement politique qu'elle n'a pas aujourd'hui. Comme il n'y a pas de gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des règles. Et l'Europe devient un ensemble de règles. Mais cet ensemble de règles et de procédures rend très difficile les prises de décision. Donc on est dans la difficulté pour réagir par rapport à la conjoncture. M. Juncker a lancé au mois de juillet dernier un projet de fonds d'investissement pour combler le déficit d'investissement qui affecte l'Union européenne.
315 milliards. Mais cette idée qu'il a lancée au mois de juillet l'année dernière fait l'objet d'un texte réglementaire qui est devant le Parlement aujourd'hui. Et j'espère que nous aurons achevé ce travail parlementaire au mois de juin. Et ça veut dire que ce ne sera pas opérationnel avant l'automne. Donc pratiquement 1 an et demi pour prendre une décision, alors que chacun reconnaît qu'il y a une urgence absolue à favoriser cet investissement pour donner un sursaut à l'économie, susciter la croissance et l'emploi. Donc j'attends une réforme des traités, et que l'Europe soit un peu moins une Europe de règles, parce que la règle, ça veut dire un gouvernement bureaucrate. Est-ce que vous avez respecté la règle ou pas? Je vois par exemple que les fonds européens qui sont alloués ici et là, en Alsace ou dans d'autres régions, c'est une procédure extrêmement compliquée, avec des contrôles extrêmement difficiles, et d'une Europe d'ailleurs qui prend du retard dans le paiement des factures qu'elle doit aux différents opérateurs. Donc cette Europe bureaucratique, distante, et cet enchevêtrement de règles européennes, je pense qu'il faut en sortir. Et pour cela, il faut un vrai gouvernement. Il y a d'autres questions? Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. Alors, on a écouté les sciences économiques et de gestion à l'Université de Strasbourg. Et moi, j'aimerais vous parler, vous poser une question de l'Europe qui réussit, notamment les dépenses intergouvernementales, qu'on appelle également les dépenses non communautaires, c'est-à-dire les dépenses qui sont financées par plusieurs États, indépendamment de leur appartenance à l'Union ou de leur contribution au budget européen. Et ces dépenses communautaires, c'est par exemple l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et elles tendent à prendre une importance de plus en plus grande. Elles représentaient par exemple 7,7 milliards d'euros en 2012, donc quand même conséquent. C'est marqué par de vraies réussites. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'instance Rosetta, Rosetta et Philae, où, grâce au fait de l'Europe, a pu montrer comment elle était capable de le faire lorsque les pays européens travaillent ensemble. Ma question est la suivante. Quelle place accorder en Europe à ce type de discussion? Monsieur le ministre, dans votre conférence, vous avez utilisé 2 fois le mot mondialisation. Or, je considère que la mondialisation de l'économie est le problème numéro 1 de l'Europe. J'ai essayé de savoir comment ça s'est passé. Ça s'est fait en secret, comme maintenant les discussions avec les États-Unis pour le nouveau traité de libre-échange. L'opérateur de la mondialisation de l'économie, c'est le commissaire anglais Léon Brittan, qui a travaillé en secret avec un président de la commission qui semblait dormir, M. Delors. J'ai essayé de voir de plus près comment M. Brittan a travaillé, et on m'a dit, je suis allé à Bruxelles aux archives de la commission, que les archives sont fermées pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? La transparence, les archives de la commission sont fermées pendant 30 ans. Les députés européens ont eu le rapport, je crois qu'ils ont eu 15 jours pour le lire, et le Parlement européen a voté la mondialisation de l'économie avec une grande majorité, des gaullistes, des démocrates chrétiens, des socialistes. Il n'y a qu'un petit parti qui a résisté, c'est celui de M. Goldsmith et de De Villiers. Ils ont voté contre. M. Goldsmith est mort dans des circonstances que je trouve un peu étranges. En tous les cas, je considère que la mondialisation de l'économie. J'ai eu la chance d'avoir un professeur à Strasbourg, le professeur Alexandre Chabert, qui a étudié comment les rois de France ont développé l'économie française. Un travail énorme. Et la mondialisation de l'économie, je considère que c'est un crime économique et politique. D'ailleurs, nous avons un prix Nobel en France, M. Maurice Allais, qui l'a bien expliqué, mais je sais que M. Maurice Allais est pratiquement inconnu. Donc je pense que le Parlement, je fais le pari que le Parlement européen va voter le traité de libre-échange avec les États-Unis de la même façon qu'il a voté la mondialisation de l'économie.
Monsieur Vous le avez dit Président. qu'il faut du courage, moi je dis qu'il faut de l'intelligence. Je considère que le suffrage universel mène au pouvoir des gens stupides. C'est assez désobligeant, hein. Et vous devriez vous présenter. Bon, alors. Sur les dépenses communautaires, le budget communautaire, c'est un étrange budget, la vérité. D'abord, il n'est pas très important. Et 140-145 milliards, c'est-à-dire 1% du PIB européen. Et c'est un budget qui est encadré par un cadre financier pluriannuel de 7 ans. Le cadre actuel a été voté à l'automne 2013. Ça veut dire que les députés qui ont été élus au mois de mai, c'est un cadre qui s'étale sur 2014 jusqu'à 2020. Donc on voit que ça n'est pas facile d'être en phase avec la conjoncture quand le budget est installé sur des rails. Et s'il l'est ainsi, c'est parce que pratiquement toutes les ressources du budget viennent des États membres. Les seules ressources propres sont les droits de douane. Les droits de douane représentent encore 15% des ressources budgétaires annuelles. Et comme on n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, à chaque fois on perd des droits de douane. Et donc les contributions viennent des États membres, calculées sur le revenu national brut, ou bien sur les bases de TVA, à peu près 25% pour les bases TVA et 75% pour le revenu national brut. Et donc il y a une négociation forcément sordide entre l'Union européenne et les États membres qui acceptent volontiers de prendre des engagements, et quand il faut passer à la caisse, alors qu'ils ont eux-mêmes des difficultés pour équilibrer leur compte public, et que la cotisation qu'ils vont verser, la contribution qu'ils vont verser au budget européen viendra en accroissement dans le déficit public, et ils se montrent assez réticents. C'est la raison pour laquelle je souhaite que nous fassions avancer l'idée de ressources propres. Un groupe de haut niveau a été constitué, présidé par M. Mario Monti, et qui doit faire des propositions. Le jour où le Parlement européen votera le consentement à l'impôt, je pense que nous aurons changé la nature de ce Parlement. Et nous lui aurons conféré un statut de plénitude parlementaire, qu'il n'a pas totalement jusqu'à maintenant, tout c'est peu dire. Mais s'il doit y avoir des impôts européens, cela suppose que les impôts nationaux baissent à due concurrence. Car sinon, on le croit, si l'impôt européen devait s'ajouter aux impôts nationaux, ce serait une charge largement insupportable. En tout cas, c'est le vrai défi que nous devons assumer. Quant aux dépenses communautaires, sont-elles toutes également utiles? Les dépenses de fonctionnement représentent pendant mal an une petite dizaine de milliards, c'est déjà assez considérable. Le reste des dépenses sont des dépenses qui sont sous forme de subventions pour l'essentiel. Subventions pour susciter un surcroît de compétitivité, pour combler les difficultés qu'ont certains territoires, des fonds de cohésion, pour venir en aide aux problèmes sociaux, le Fonds social européen, et puis différentes actions au plan mondial, des crédits très symboliques en matière de sécurité et de défense. Et donc, la question que nous devons nous poser, c'est de savoir si chacune de ces dépenses est également utile. Il m'arrive de penser que certaines subventions européennes deviennent des accélérateurs de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'en Grèce, par exemple, comme en Espagne et dans d'autres pays, quand vous avez une subvention de 100 et qu'on vous dit que vous devez, pour bénéficier de cette subvention, engager sur vos propres fonds l'équivalent, eh bien, pour ne pas perdre de subvention, vous serez tenté d'emprunter 100 et quelquefois d'engager des dépenses. Je l'ai vécu comme j'étais président du Conseil général de la Mayenne, et on nous a dit un jour, mais vous n'avez pas de fonds social européen. Alors, c'est quand même, c'est pas normal. Donc on a recruté un collaborateur spécialiste en donnant de subventions pour le Fonds social européen, et on nous a expliqué que pour avoir 50% de subventions sur des actions, il fallait que ce soit des actions nouvelles. Et donc les 50 de dépenses supplémentaires venaient en supplément des dépenses habituelles du Conseil général. C'est en cela qu'il m'arrive de penser que les aides européennes, mais c'est vrai aussi pour les aides que l'État peut verser aux collectivités territoriales ici en France, peuvent devenir des accélérateurs de dépenses publiques. Il faut donc se méfier des subventions. Je souhaiterais pour ma part que l'Europe engage des dépenses qui contribuent véritablement à l'intérêt de l'ensemble des Européens. Il faut certainement maintenir un fonds pour aider les nouveaux entrants à se mettre à niveau
et à rattraper leur retard de développement pour être pleinement compétitifs et permettre à l'Europe d'être une zone économique optimale. Voilà pour ce qui est des dépenses communautaires. Quant à la mondialisation, monsieur, ce n'est pas l'Europe qui a fait la mondialisation. La mondialisation, c'est le destin de l'homme. C'est la vision théillardienne du phénomène humain. Et à l'heure de l'Internet, la vraie question qui se pose, c'est de savoir comment on organise la mondialisation. Eh bien, pour l'organiser, pensez-vous que la France à elle seule pourrait peser dans l'organisation du monde? Cette organisation se met progressivement en place. C'est l'ONU, c'est l'UNESCO, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, c'est le tribunal pénal international, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale du commerce. Ceci se met progressivement en place. Mais si nous voulons faire respecter nos principes et nos valeurs européennes, nous avons intérêt à nous présenter dans ces différentes institutions unies. Quand vous allez au G20, cette institution qui a été créée au lendemain de la crise de 2007, la crise des subprimes, vous avez un Américain, vous avez un Chinois, mais vous avez 6 Européens. Et il est facile de taquiner les Européens pour leur faire prendre des positions qui ne soient pas convergentes. Donc, la mondialisation est là. Et il faut l'assumer. Et veiller à ce qu'elle soit une chance pour tous les pays du monde et pour tous les citoyens qui vivent dans chacun de ces pays. Mais si vous parlez des flux migratoires, notre souci, c'est peut-être de venir en aide à des pays dont les populations, chassées par la misère ou par les guerres, sont tentées de venir chez nous. Eh bien, pourquoi ne pas organiser un développement à l'échelon européen et de manière coordonnée pour commencer à juguler ces flux migratoires et à donner à ces populations de migrants des motifs pour rester sur leur propre territoire. Donc la question, monsieur, c'est pas de nous opposer à la mondialisation. Alors peut-être qu'à un moment donné, tel commissaire britannique en a fait un peu trop, mais c'est la responsabilité des autorités politiques européennes. Et moi, qui suis député européen, je n'ai pas l'intention, en l'état, de donner mon accord sur ce traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Il y a un déficit de transparence. On commence à ouvrir un peu la transparence, mais ceci se fait dans une chambre secrète. Et les quelques députés accrédités qui ont accès aux documents de négociation ne peuvent pas prendre de photos de ces documents, ils doivent laisser leur appareil portable à la porte. Ça a encore un caractère un peu secret, et tout ce qui est secret génère le soupçon. Et le soupçon dérive très vite vers des débats en procès d'intention. Donc, moi j'attends qu'il y ait une véritable autorité politique en Europe pour être à la hauteur et faire le poids par rapport aux négociateurs américains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.